Welcome, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames, messieurs. Happy New Year. Bonne année. Bienvenue dans cette nouvelle année 2021 et surtout bienvenue à cette deuxième saison des lundis de Ruralité. Avant de démarrer, je vais passer la main à Sébastien Cotte qui a mis son beau casque. Sébastien, si tu veux bien dire quelques mots. Oui, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce premier épisode des lundis de Ruralytique spécial jeunesse. C'est un processus de préparation participatif du programme de Ruralytique qui se tiendra les 15, 16 et 17 juin prochains à Aurillac et dont le thème est jeunesse rurale, avenir égal, puisqu'un certain nombre de distorsions d'avenir, on va les appeler comme ça, ont été identifiées, notamment par Chemin d'Avenir, qui a remis au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse l'an dernier un rapport extrêmement instructif sur la situation effective des jeunes ruraux. Et moi, je suis très, très content de commencer justement cette série de sessions qui continueront jusqu'au mois de juin autour de la jeunesse rurale et du numérique, notamment des opportunités que le numérique leur permet de saisir. Je suis vraiment très, très content qu'on commence avec Chemin d'Avenir et avec Gabriel Légeret qui représente cette belle association. Voilà, je n'ai pas plus à dire que ça. Gabriel, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse d'être là et de venir vous présenter Chemin d'Avenir et ses actions. Je sais que je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes parce que je crois que beaucoup de vous sont déjà convaincus du fait que jeunesse et ruralité, c'est aussi une ligne qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, si je devais résumer en quelques mots, Ah, Gabriel, votre micro est coupé. Voilà, ça y est, c'est rétabli. Pardon. Voilà. Oui, donc en quelques mots, Chemin d'Avenir, si je devais le résumer, ce serait donner autant permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel à la fois académique, professionnel et citoyen que les jeunes qui grandissent dans les métropoles. Autrement dit, ouvrir pour eux et avec eux le champ des possibles et les rendre acteurs de leur avenir. Donc pour répondre aux défis de ces jeunes, et parce que nous sommes convaincus que chacun d'eux a du potentiel, le potentiel de reprendre l'exploitation agricole de ses parents, celui d'enseigner, le potentiel de créer son entreprise ou de devenir journaliste, ou un potentiel qui ne se traduit encore par aucune vocation précise, mais qui ne demande qu'à émerger. L'action de Chemin d'Avenir, elle part d'un constat. Si Nicolas, vous voulez bien descendre un peu le PowerPoint, si vous y arrivez. Donc notre constat, c'est les jeunes de la France rurale, très souvent, cumulent les obstacles au cours de leur parcours. Ces obstacles, ce sont le déterminisme social, le manque d'information, l'autocensure, l'isolement géographique, l'assignation à résidence, la fracture digitale, le manque de rôle modèle. Je voudrais vous donner quelques chiffres issus d'une enquête que nous avons commandée à l'IFOP sur l'orientation des jeunes ruraux qui a fait l'objet d'une note d'analyse avec la Fondation Jean Jaurès qui s'appelle Jeunes des villes, jeunes des champs. La lutte des classes n'est pas finie, que vous pouvez retrouver facilement sur Google. Et donc, 42% des jeunes de 17 à 23 ans issus des zones rurales ont le sentiment de ne pas avoir eu suffisamment d'informations pour s'orienter, soit 10 points de plus qu'en agglomération parisienne. Lorsque l'on demande aux 17-23 ans s'ils ont fait ou vont faire des études qu'ils qualifieraient d'ambitieuses, on a un écart de 20 points qui perdure entre les jeunes des petites villes et ceux de l'agglomération parisienne. Donc voilà, et donc ces jeunes, c'est 27% des jeunes des territoires ruraux disent également se sentir encouragés à aller étudier à l'étranger, c'est 14 points de moins qu'en agglomération parisienne. On a aussi moins d'un foyer rural sur deux qui dit avoir les moyens financiers de financer un logement en dehors de la région ou de l'académie professionnelle, l'académie
scolaire de leur enfant pour lui permettre de poursuivre des études après le bac. Et seuls 27% des jeunes originaires des petites villes et 28% originaires des territoires ruraux estiment avoir un exemple qui inspirerait leur voie d'orientation, contre 42% dans les villes-centres. Donc, pour ces collégiens et ces lycéens, les obstacles s'additionnent donc et sont rarement pris en compte par les pouvoirs publics. Ils peuvent être en partie déjoués par le travail de l'éducation nationale, mais parce qu'ils s'accumulent, ils appellent des dispositifs supplémentaires, en particulier parce que ces jeunes représentent 65% des jeunes français. Notre action. Donc, Chemin d'avenir, c'est la première structure 100% dédiée à la jeunesse des zones rurales et des petites villes. Nous nous déployons depuis 4 années avec une méthodologie d'accompagnement innovante. Et celle-ci est conçue pour permettre à nos filleuls, donc aujourd'hui nous accompagnons 1500 jeunes, de révéler leur potentiel et de devenir acteurs de leur parcours, et ce sans critères de résultats scolaires et quelle que soit leur aspiration. Donc, notre méthode repose d'abord sur l'engagement de plus de 1500 parrains individuels qui chacun accompagne un jeune dans la construction de son parcours. Elle s'appuie ensuite sur des formations thématiques pour nos filleuls autour de, par exemple, la prise de parole à l'oral, parce que quand on grandit dans un territoire rural, on n'a pas forcément accès à des concours d'éloquence, on n'a pas forcément accès à des cours de théâtre de façon aussi régulière qu'un jeune urbain, et donc c'est plus difficile d'acquérir les codes. Et en perspective du grand oral, les choses se corsent un peu. Donc on a monté par exemple un programme sur la prise de parole en public, on a un programme ELSO à destination des jeunes filles des zones rurales, parce que qui dit être une jeune fille dans une zone rurale dit moins de chances de pouvoir aller jusqu'à Bac plus 3. Par exemple, c'est que 47% des jeunes filles dans les zones rurales qui s'autorisent à aller jusqu'à Bac plus 3. On a aussi des programmes de culture et d'écriture pour entraîner les jeunes à écrire des lettres de motivation et des CV. On a un programme sur l'engagement en faveur du développement durable. Et tout ça, c'est pour leur permettre d'acquérir un peu plus de skills qui leur seront très utiles dans leur parcours à la fois académique et professionnel. Enfin, les jeunes des territoires sont souvent éloignés des opportunités culturelles, académiques et professionnelles, et par ailleurs difficilement mobiles. Quand on habite dans un petit village à 35 km de Tours, c'est toujours tout de suite plus compliqué pour faire son stage à la Nouvelle République que le jeune qui habite au cœur de la métropole. Et donc, pour leur permettre d'accéder à des expériences qu'on pourrait appeler transformantes et de gagner en liberté, Chemin d'avenir enrichit le parcours des filleuls avec des offres concrètes. Donc, ça peut être, on a un catalogue de stages, on travaille avec nos partenaires pour que les jeunes puissent avoir accès à des stages en plus pendant leurs vacances scolaires, un fonds de solidarité pour leur permettre de prendre le train pour effectuer leur stage, des bourses à la mobilité, des visites culturelles, des visites d'entreprise, des préparations aux oraux et aux concours post-bac, et surtout, dans les établissements, des rencontres avec des professionnels et des étudiants. C'est-à-dire que l'équipe Chemin d'avenir va dans les établissements avec des gens comme vous pour qu'ils puissent découvrir d'autres horizons possibles, sortir un peu de leur environnement social et géographique dans lequel ils ont l'habitude de baigner, et pouvoir vraiment casser le plafond de verre et avoir accès à d'autres métiers et d'autres voies possibles. À titre d'exemple, si je dois un petit peu incarner les jeunes que nous accompagnons chez Chemin d'avenir, je voudrais vous raconter l'histoire de Mathias, qui est en classe de 3e au collège Dol de Bretagne dans la baie de Mont-Saint-Michel. On est implanté dans l'académie de Rennes depuis 1 an maintenant. Donc, le père de Mathias est routier, sa maman, elle est cantinière au lycée, et lui rêve de devenir dessinateur. Il est très doué, mais il n'y a pas d'option dessin dans son établissement, ni de baccalauréat en technologie, design ou des arts appliqués. Et pour rencontrer des dessinateurs, des étudiants en art, ou bien pour réaliser un stage, Mathias devrait au moins aller à Rennes, à 66 km de son domicile,
Or, les moyens financiers de ses parents ne permettent pas cette mobilité. En rejoignant Chemin d'Avenir, Mathias il est devenu le filleul de Pascal, qui a 45 ans, qui était dessinateur, qui est toujours dessinateur chez Samsung et qui est lui-même issu de la ruralité dans l'Aveyron. Et au fur et à mesure des sessions avec son parrain, il a vraiment découvert les études qui pourraient lui convenir et lui permettre de dessiner. Il a échangé avec des professionnels dans le secteur qu'il passionne. L'association lui a permis d'aller rencontrer des étudiants en art. L'année prochaine, il va réaliser 2 stages, l'un en entreprise auprès de son parrain et l'autre auprès d'un architecte. Il a aussi obtenu une bourse à la mobilité Chemin d'Avenir qui lui permettra de se rendre pour la première fois au Festival d'Angoulême avec son parrain. Voilà, avec Chemin d'Avenir, ce jeune, il a pu construire sereinement et sans plus être freiné par ses origines sociales ou son ancrage géographique. Il est plus libre de se réaliser et comme plus d'un millier de collégiens et lycéens déjà accompagnés par Chemin d'Avenir. Voilà, donc dans la slide supplémentaire, là, on peut voir un peu les opportunités que Chemin d'Avenir propose. Je ne pouvais pas passer sur le numérique en étant invitée par votre structure qui, je crois, place quand même le numérique au cœur de votre action. Et c'est également le fil rouge de l'action de Chemin d'Avenir. On place le numérique au cœur de notre dispositif d'accompagnement, d'abord parce qu'il permet de fédérer à distance des jeunes qui grandissent dans des territoires isolés, et ensuite parce que le digital est un enjeu majeur en matière d'orientation académique et professionnelle, notamment pour les jeunes qui grandissent à distance des métropoles mieux connectées, et que l'on veut les inviter, les inciter à s'emparer de ces outils numériques. Et dans les territoires ruraux, l'utilisation du numérique, elle est souvent moins facile et plus restreinte. Pour vous donner un exemple, dans les communes de moins de 1000 habitants en France, aujourd'hui, 31% des consommateurs n'ont pas accès à Internet contre moins de 5% lorsqu'on est dépassé les 10 000 habitants. Et l'écart en matière de 4G entre une commune de moins de 2000 habitants et l'agglomération parisienne est de près de 20 points. Et au-delà de parler de la question d'infrastructure, enfin, d'accès au réseau, cette fracture digitale, elle se voit aussi beaucoup dans la façon dont nos jeunes utilisent leur smartphone quand ils en ont un, ou leur ordinateur. Et c'est un réflexe beaucoup moins quotidien qu'un jeune qui grandit dans une grande ville et qui va utiliser son smartphone pour commander sa pizza, pour réserver sa place au cinéma et réserver sa place dans le bus. Là, les jeunes ruraux qu'on accompagne, c'est pas souvent ça. Moi, j'ai accompagné un filleul pendant 3 ans. Il allait au bout de son jardin pour pouvoir capter, pour pouvoir m'appeler. Et il y avait un ordinateur dans la famille pour les 4 enfants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup parce que bon, j'en pense un peu des portes ouvertes, je crois, mais aujourd'hui, professionnellement, il faut quand même très bien maîtriser les outils numériques si on veut éclore, en tout cas faire un métier qui nous plaît, que ce soit pour candidater ou dans les prérequis exigés pour tout type de poste. Donc, on essaye vraiment d'armer nos jeunes et on s'appuie sur différents outils digitaux qu'on optimise et qu'on fait évoluer chaque année. Donc, un CRM qui est un outil opérationnel de suivi des binômes, mais aussi une plateforme collaborative, c'est-à-dire que un peu comme un petit Facebook où nos jeunes échangent entre eux, échangent avec leurs parrains et les marraines. Et c'est sur cette plateforme qu'ils ont accès à beaucoup d'opportunités, d'outils digitaux. Et surtout, on développe beaucoup des tutoriels et des vidéos thématiques à destination des filleuls et des parrains et des marraines. C'est-à-dire que parce que ces jeunes sont isolés, parce qu'il y a de la distance, le numérique devient un atout et un levier. Pendant le confinement, d'ailleurs, les jeunes ruraux ont vraiment été les premiers à pâtir de l'isolement et de la fracture digitale. Et Chemin d'Avenir, vraiment toute l'équipe de Chemin d'Avenir a redoublé l'effort pour maintenir ce lien, notamment grâce au numérique. Parce qu'il s'effectue à distance, le parrainage a été un atout sur lequel nous avons pu mettre l'accent. On a aussi densifié notre offre digitale avec, par exemple, du tutorat individuel par les jeunes d'HEC ou de Polytechnique, des relectures de lettres de motivation, des versions digitales des programmes thématiques, mais ce qui suppose aussi de lutter contre la fracture digitale en nous associant avec des acteurs. Donc voilà, on a mené des opérations de lutte
contre les ruptures numériques en fournissant des ordinateurs et des clés 4G aux jeunes. L'un exige souvent l'autre pour actionner, pour que le levier soit vraiment un atout et ne creuse pas les inégalités. Notre développement, en 2016, nous avons choisi de débuter nos actions avec une année pilote au cours de laquelle nous avons accompagné 100 jeunes de l'Académie de Clermont-Ferrand. À l'issue de cette académie, vous pouvez le voir un petit peu là sur le PowerPoint, mais donc à l'issue de cette année pilote réussie, Chemin d'Avenir est entré dans une phase d'expérimentation sur 3 ans, marquée par l'essaimage de nos initiatives pour passer de 1 académie et 100 jeunes en 2016 à 8 académies et 1500 jeunes parrainés en 2021. Et une densification de nos méthodes d'accompagnement pour offrir à nos filleuls une approche vraiment sur mesure et à 360 degrés autour d'eux, qui s'appuyait beaucoup sur des écosystèmes à l'échelle des territoires. C'est vraiment l'idée de dire que autour de nos jeunes, il existe des associations qui font un travail remarquable, des entreprises, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et l'idée, c'est vraiment de faire système autour de jeunes pour que tout ce réseau d'acteurs leur soit bénéfique et ils y aient accès facilement. S'ils ont envie de s'engager dans une association, peut-être qu'ils ne pourront pas partir en voyage humanitaire comme leurs camarades de Lyon, mais en tout cas, ils pourront très facilement avoir une autre ligne sur leur CV qui sera un engagement associatif sur leur territoire ou un stage dans une petite PME, etc. Et donc, le 4e levier, c'était vraiment la professionnalisation de notre association, passant d'une équipe 100% bénévole en 2016 à une équipe qui compte désormais 20 permanents depuis le 1er janvier 2020. Donc, on commence à être une grosse association. Mais aujourd'hui, on accompagne 1500 jeunes et c'est vrai que si on veut être à la hauteur de l'enjeu, on a vraiment besoin que l'État s'empare de ce dispositif, ou en tout cas de cette problématique. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans 8 académies pour la 2e année consécutive, pour la 5e année consécutive, et avec une volonté en 2025 d'avoir une couverture nationale, des référents dans tous les territoires et un modèle économique hybride, et vraiment être en fait une sorte de prolongement des politiques publiques. Et les actions de Chemin d'Avenir, elles reposent vraiment, je pense, sur plusieurs forces tangibles. Une structure dont l'objet social et le caractère innovant font désormais consensus. Je crois qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des inégalités territoriales, on ne nous dit plus non, ce n'est pas vrai. Maintenant, on aimerait que les choses aillent un peu plus vite pour qu'on puisse les résorber, ces inégalités. Une méthode éprouvée qui a reçu l'aval de l'Éducation nationale et notamment des acteurs de terrain, une approche partenariale et systématique. Donc là, c'est ce que je vous disais, on travaille beaucoup avec les associations et les acteurs locaux. Par exemple, on a un programme qui s'appelle Culture et Écriture et c'est l'idée de pouvoir travailler avec les théâtres du territoire du jeune, mais aussi les acteurs qui y sont pour que les jeunes puissent à la fois visiter une institution culturelle, découvrir les métiers du monde culturel, que ce soit derrière la scène, derrière la caméra ou sur scène, et de pouvoir expérimenter aussi qu'est-ce que c'est qu'une salle de théâtre et d'y rencontrer des comédiens. Voilà. Une équipe engagée et surtout des résultats concrets. Je reviendrai sur notre mesure d'impact à la fin de cet échange. Je crois qu'il y a des questions. Des outils numériques au cœur du dispositif. Les outils numériques, c'est nous qui les faisons, en fait, qui les fabriquons. C'est vraiment les équipes font des courtes vidéos, des tutoriels et on les envoie sur une plateforme qui n'est ni Facebook, ni Instagram, mais qui est Jamespot, qui est vraiment une plateforme interne à Chemin d'Avenir pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'ensemble de ces opportunités. Donc des efforts de plaidoyer au cœur des actions de l'association. C'est vrai que depuis le début, le plaidoyer est très important. Nos actions de plaidoyer sont très importantes pour nous. Oui, alors la question intergénérationnelle, pour répondre à Esther, absolument, puisque le parrainage est un des principaux leviers d'action de Chemin d'Avenir.
Et on croit beaucoup au parrainage, et notamment parce que les parrains et les marraines de nos jeunes ne sont pas sur le même territoire qu'eux. Donc notre objectif, c'est vraiment de tisser des liens à la fois entre les territoires, entre les générations et entre les classes sociales. Parce que souvent on va mettre un jeune dont la maman est infirmière avec le PDG, enfin le secrétaire général de Danone, par exemple. Et là, ça crée vraiment des liens sur tous les pans. Peut-être qu'on répondra aux questions après. Je me dis que je peux finir rapidement pour qu'après, il y ait un véritable échange. Pour les efforts de plaidoyer, donc voilà, on a vraiment une volonté de mettre en lumière les jeunes ruraux et les enjeux auxquels ils sont confrontés et le manque de dispositifs dédiés. Et donc, il y a un important effort de plaidoyer, notamment la parution des Invisibles de la République par Salomé Berlioux en 2019, qui était vraiment basé sur les actions de terrain de Chemin d'avenir, est-ce qu'on a pu voir. Le sondage commandé à l'IFOP sur les inégalités en matière d'orientation entre jeunes ruraux et jeunes urbains, que j'évoquais au début de cette présentation, où vraiment il y a très peu de chiffres en fait. Aujourd'hui encore, il y a assez peu de chiffres. Ils commencent à émerger, mais on manque encore de données sur la réalité et le vécu, l'expérience des jeunes des territoires ruraux, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur les aspirations professionnelles, que ce soit sur l'accès à l'enseignement supérieur, les opportunités à l'étranger. Donc ça a été aussi un vrai step franchi pour nous. Aussi l'agrément du ministère de l'Éducation nationale et le rapport remis à Jean-Michel Blanquer en mars dernier pour proposer 25 préconisations en faveur des jeunes ruraux. Ça, c'est une de nos initiatives dont on est un petit peu fiers chez Chemin d'avenir, donc les portraits des territoires, pour promouvoir les talents issus des territoires. C'est parce qu'il n'existe pas vraiment de rôle modèle pour les jeunes issus des territoires ruraux, comme il a pu en émerger des quartiers et à raison. On a souhaité lancer au mois d'avril dernier l'opération Portrait des territoires. Et à travers donc des vidéoportraits, l'association donne la parole à celles et ceux qui font vraiment la France des territoires sur un format court, dynamique. En quelques minutes, elle raconte les parcours d'individus qui ont eux aussi grandi dans les zones rurales et petites villes et se sont épanouis dans leur vie professionnelle, parfois au sein de leur territoire ou parfois ailleurs. Donc l'association propose vraiment aux jeunes des visages d'artistes, d'entrepreneurs, d'artisans, de politiques auxquels s'identifier. Je crois que quand on est jeune, on a besoin de s'identifier pour croire en soi. Et donc, ces portraits, vraiment, ces visages partagent avec eux les forces que constitue une enfance à la campagne, les défis qu'ils ont parfois rencontrés, ou encore les conseils qu'ils auraient aimé recevoir au collège ou au lycée. Sur la mesure d'impact, pour notre dernière slide, Nicolas, vous pouvez aller un petit peu plus bas. Voilà, donc on poursuit depuis le début de la création de Chemin d'avenir en 2016 des mesures d'impact. D'ailleurs, en 2021, cette année, on a fait le choix d'externaliser la mesure de notre impact en ayant recours à un cabinet dédié. Et par exemple, là, pour la mesure d'impact de 2019-2020, on a 85% des lycéens qui estiment que l'association a un rôle important ou décisif dans leur orientation post-terminale. Plus d'un filleul sur deux déclare que le monde professionnel est plus clair après 6 mois d'accompagnement. On a 83% des lycéens qui déclarent avoir identifié ou construit un projet d'orientation clair et stimulant. Un filleul sur 2 qui estime ne plus se dire « je n'en suis plus capable » après 6 mois d'accompagnement. 70% des filleuls qui ont adopté un usage du numérique plus régulier grâce à l'association. Les sessions de parrainage, elles se font à distance et avant chaque session de parrainage, le jeune doit préparer une mission qui correspond à un objectif qu'il doit présenter à son parrain. Les rendez-vous se font à peu près toutes les 6 semaines. Ça peut se faire par téléphone, par Skype, sur notre plateforme, vraiment comme ils le veulent et comme c'est le plus facile pour eux. Mais on les pousse vraiment à utiliser le numérique, en tout cas même dans la préparation de leur mission. Ça peut être aller interviewer un étudiant et essayer d'en faire une restitution, aller filmer quelque chose sur leur territoire, réaliser un portrait chinois, faire une recherche sur un métier, préparer une lettre de motivation pour trouver un stage cet été qui sera relu par le parrain, etc.
voilà, en tout cas, l'ensemble de notre mesure d'impact est disponible en ligne dans notre rapport d'activité aussi. Je pense qu'on peut passer aux questions. Je vous ai mis quelques témoignages de parrains et de filleuls qui sont toujours un peu touchants et qui incarnent bien mieux que tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent. Merci beaucoup, Gabriel. C'était parfait, que ce soit en termes de timing ou de description de cette action de terrain et de son évolution. Nous, on y croit énormément. Voilà, et on voulait partager avec la communauté ruralytique cette démarche exemplaire. On parle de 12 académies, comment les élus locaux peuvent-ils s'impliquer ou impliquer leur territoire dans la démarche de chemin d'avenir? On travaille beaucoup avec les élus locaux. Quand je parle d'écosystème à l'échelle des territoires, donc c'est à la fois les associations, les entreprises et les élus locaux, que ce soit pour aller parler aux jeunes dans ces établissements, raconter qu'est-ce que c'est être élu locaux, avoir des formations à la citoyenneté. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, nous, on travaille beaucoup donc, avec les rectorats et les élus locaux pour cibler des établissements qui sont dans le besoin, parce que qui mieux que les élus et les acteurs de l'éducation nationale connaissent le territoire et les établissements qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des territoires où vous n'êtes pas, je ne parle pas en termes de région, alors en termes de département, il y en a encore un certain nombre. Oui, absolument. Aujourd'hui, on n'est que dans 8 académies. On est jeune, on a 5 ans. On a vraiment un objectif de couverture nationale en 2025. Donc, jusqu'à présent, on est dans les académies de Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Nancy-Metz, Rennes, Caen, Rouen, et ça fait 8, je crois, et Dijon. Et on les a choisis, notamment en termes d'accessibilité, parce que quand on a commencé, on n'avait pas forcément de gros moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous parliez d'aller en Outre-mer, là j'ai vu un message. Pour la Guadeloupe, oui. On aimerait y aller, vraiment. Je pense qu'il y a des vrais enjeux sur ces territoires, mais pour l'instant, on n'est pas encore assez gros. Mais même la Corse, même le Sud, c'est vraiment des territoires vers lesquels on tend à aller, mais à petits pas constants. Merci Jennifer, c'est gentil. Alors, il y a un certain nombre de questions. Une question sur effectivement l'utilisation de solutions libres. Alors, c'est vrai, peut-être la personne qui a posé la question, Jocelyne Merel, peut-elle nous parler directement? Qu'est-ce qu'elle envisage effectivement? Quel type de solution libre elle aimerait voir employée? Il faut juste activer votre micro. Ah, Madame Merel ne nous écoute peut-être plus. Elle a peut-être fait une pause. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos participants? On n'utilise pas beaucoup Zoom, Jocelyne, en fait. Après, les parrains et les marraines utilisent avec leurs filleuls les outils qu'ils ont envie. Ça peut être le téléphone, ça peut être Skype, sachant que nous, on a une plateforme interne qui est très sécurisée et sur laquelle ils peuvent échanger. Former au logiciel libre. Alors oui, il y a un enjeu. On voit de plus en plus de pays, y compris les États-Unis, qui s'attaquent aux situations monopolistiques des GAFAM. C'est un long chemin, mais oui, les logiciels libres constituent aujourd'hui un point un petit peu aveugle des formations et de l'inclusion numérique qui ne sont pas maîtrisées par assez de personnes. Donc oui, tout à fait, Jocelyne. L'éducation aux médias et à l'information. Oui, alors on fait beaucoup d'ateliers. On a notamment des ateliers du numérique pour sensibiliser surtout les jeunes aux fake news. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de mal à identifier qu'est-ce que c'est qu'une bonne source, une mauvaise source. Il y a notamment des missions. Parmi les missions que les jeunes ont à réaliser avec leurs parrains et leurs marraines, il y a notamment une mission sur la qualité de l'information. Quels sont les médias à écouter, quels sont les médias qui sont plus ou moins fiables. On a aussi un tutoriel sur comment chercher de l'information sur Internet. Et c'est des choses très, très basiques, mais je crois que ça leur est assez utile, en effet.
sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur lorsque la parole pourra m'être transmise. Pierre-Yves, anglais, je vous écoute. Ah oui. Merci beaucoup, Gabriel, pour ton exposé. Bonsoir à tous. J'avais une question concernant le développement de l'association. Je comprends qu'aujourd'hui, vos partenariats sont principalement au niveau des académies, quand il s'agit d'acteurs institutionnels, enfin, au-delà du réseau de parrains. Est-ce que les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle ou est-ce que vous avez des velléités de recruter directement des parrains pour vos jeunes dans des établissements? Alors, déjà, nous, on accompagne que les collégiens et lycéens. On a un programme alumni, mais donc on accompagne vraiment au collège et au lycée. Après, on commence à avoir des partenariats avec le monde de l'enseignement supérieur, certaines écoles qui permettent aux jeunes d'aller les voir, enfin voir les portes ouvertes, accéder à une semaine de stage au sein de ces établissements, et c'est quelque chose qu'on tend vraiment à ouvrir. Pour ce qui est de nos parrains et de nos marraines, nous, on est toujours très contents de demander à des établissements de recruter, de diffuser l'information sur leurs parrains et leurs marraines. Aujourd'hui, on le cherche notamment dans des filières plus professionnelles parce qu'on a beaucoup de cadres sup, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui ont envie de s'orienter vers des filières plus professionnelles. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup, un petit peu avec des écoles de vétérinaires pour sauver des vétérinaires, des pompiers volontaires. Et on travaille aussi voilà, pour notre responsable de partenariat, Laura Chupin. Par exemple, je sais qu'elle travaille avec Polytechnique pour réfléchir à comment est-ce que les jeunes ruraux peuvent avoir plus accès à des écoles comme ça, surtout quand on sait que je crois que leur chiffre est un peu impressionnant, c'est 95% des élèves de Polytechnique qui sont parisiens, mais quand je dis parisiens, c'est qu'ils ont passé leur bac à Paris, ce qui montre que c'est quand même une formation qui nécessite d'avoir un bagage assez solide très jeunes. Donc, et eux, ils font des ateliers à destination des lycéens Polytechnique pour les sensibiliser à l'école. Et nous, on envoie beaucoup de jeunes. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous travaillez avec les projets éducatifs territoriaux? Qu'est-ce que vous appelez les projets éducatifs territoriaux? Bah justement, c'est des projets qui existent, qui ont souvent plusieurs millions disponibles, qui existent sur toute la France, qui rassemblent toute la communauté éducative, les partenaires, les collectivités, les préfectures, les directions du travail, j'en passe et des meilleurs parce que ça dépend des collectivités, et qui ont souvent des actions très déterminées avec des axes de priorité qui peuvent concerner la politique de la ville, qui peuvent concerner l'environnement, qui peuvent concerner la violence, enfin, tout un tas de choses. Voilà. Et donc, enfin, moi, je travaille un peu avec ces éléments sur les territoires apprenants. Et je pense que là, il y a quelque chose, à mon avis, qui peut être intéressant à regarder. D'abord parce qu'il y a des fonds disponibles pour développer des actions prioritaires d'éducation. Et je pense que ça peut être un axe qui peut être intéressant à regarder. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, puisque j'ai travaillé au sein des collectivités pendant plus de 30 ans et j'ai dirigé justement ces projets éducatifs territoriaux et on ne les connaît pas. Voilà. Ce qui est assez attristant en France, c'est que ce n'est pas connu, alors que ça réunit beaucoup de partenaires, même trop à mon sens, et que ça réunit beaucoup d'argent. On commence à travailler, par exemple, avec les cordées de la réussite. Ouais, bah ça en fait partie, mais pas que. Voilà, pas que. Donc, regardez, parce qu'en fonction des villes, ils existent. Ils ont tous des financements importants qui viennent souvent pour une part des préfectures, mais pas que. Hein, il y a des financements régionaux, etc. Mais ça peut être un axe intéressant pour vous pour développer le projet. D'accord, merci. En tout cas, je suis à votre disposition pour en parler. Voilà. Je vous mets dans le chat le lien vers effectivement la circulaire qui concerne les PEDT, bon, qui ont des destinées différentes, mais qui, comme le dit Esther, sont peu et mal connus.
et dans lequel je pense qu'effectivement, Chemin d'avenir aurait toute sa place. En tout cas, je note. Je vais transférer à la directrice des opérations Filleul qui travaille beaucoup sur ces enjeux de créer des liens avec l'éducation nationale et les collectivités territoriales en faveur des jeunes. Ah pardon, En je tout n'avais cas, pas je vu suis que à votre Jennifer avait disposition. déjà mis le lien. Merci Jennifer. Qui souhaite poser une question à Gabriel? Peut-être un élu local, une élue locale? La parole est libre. Moi, j'aimerais poser une question suite aux précédentes exposés et visioconférences qu'a fait Ruralic. C'est quel est le lien avec les campus connectés? C'est une très bonne question, notamment parce qu'on a un rendez-vous avec Erwan Petel le jeudi prochain. On est en train de tisser des liens avec les campus connectés. Ils font un travail remarquable. Enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir amener comme ça l'enseignement supérieur auprès des jeunes. Et on est en train de tisser des liens avec eux pour d'abord communiquer auprès de nos jeunes, parce que les jeunes, en fait, ne connaissent pas forcément ce que c'est les campus connectés. Et de permettre vraiment de créer de gros partenariats et même de faire des événements à destination des jeunes collégiens et lycéens au sein des campus connectés. Alors pour précision, Alain, Erwan Petel est la personne en charge des campus connectés au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'étais obligé de me lire tous les textes pour faire l'article, je te dis. Quand j'ai mis un bout de temps. Hein. Ah, c'est fastidieux, c'est fastidieux. Je trouve que c'est l'empilement des structures je pense que j'ai bien exprimé le travail qu'il y avait derrière tout cela. Et le vôtre, en plus. Qui d'autre souhaite intervenir? Une autre question? Moi, j'ai une question. Oui. Vous m'entendez? On vous entend, Didier. Oui. Voilà, j'ai posé une question tout à l'heure, mais bon, vous ne l'avez pas prise en compte. C'était, est-ce qu'il y a une projection internationale de chemin d'avenir? Je veux dire par là que les mêmes différences qu'il y a sur les sujets que vous avez observés au début existent aussi sur l'intérêt pour les langues étrangères et comment dire, la capacité à se projeter au niveau international. Est-ce que les jeunes de la campagne ont la même envie d'aller vivre à l'étranger? Non. Est-ce qu'ils ils en ont, en tout cas, ils n'expriment pas le désir autant que les jeunes urbains. Ils n'ont pas non plus, franchement, ils n'ont pas le même. Ils ne se rendent pas compte au même niveau de l'importance de parler les langues étrangères. Voilà. Bien sûr. Et justement, dans le sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP, c'est 27% des jeunes des territoires ruraux qui disent se sentir encouragés à aller étudier à l'étranger. Et donc, c'est 14 points de moins qu'en agglomération parisienne. Nous, à notre échelle, alors, permettre aux jeunes de partir à l'étranger, ça a un coût. Nous, on a des bourses à la mobilité et on travaille beaucoup avec Service Civique et Erasmus pour permettre aux jeunes, d'abord faire connaître aux jeunes qu'il est possible de partir à l'étranger à bas coût avec des bourses. Il y a des bourses du département, de la région, les bourses Erasmus, et vraiment de créer des liens avec ce genre de partenariat. Et quand vous parlez des langues, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que quand un jeune Parisien, les enseignants de langue nous le disent clairement qu'il n'y a pas une ouverture internationale aussi puissante qu'il peut y avoir au cœur de Paris ou de Lyon. Et puis surtout, on est face à des jeunes ruraux qui regardent beaucoup de séries, des séries dans lesquelles on leur fait miroiter qu'ils peuvent facilement aller à Paris, à Londres ou à Tokyo. Et sauf qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Elles sont déjà compliquées pour eux de partir de leur territoire s'ils en ont envie pour faire des études puis mieux revenir après. Donc, c'est un vrai enjeu, la mobilité internationale. Et je pense que, c'est même une certitude, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui se creuse entre le jeune actif qui a pu avoir une mobilité à l'international et du coup, sur son CV, peut dire qu'il parle couramment anglais, qu'il s'est confronté à une autre culture et qu'il a développé des compétences d'adaptation
et le jeune qui n'a pas pu forcément bénéficier d'une mobilité à l'international, qui du coup est beaucoup moins, est même complètement désarmé face à un recruteur qui demande ses qualités, ses exigences. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment avec le côté. Par exemple, on a une jeune filleule qui a eu une marraine française qui est en Écosse, parce que dans nos marraines, on en a pas mal qui vivent aussi à l'étranger. Et pour un jeune qui adore parler l'anglais et est attiré par les civilisations anglo-saxonnes, c'est la possibilité d'aller rencontrer son parrain ou sa marraine en Écosse ou à Londres et de faire un séjour linguistique quand il va l'avoir. Et est-ce que vous faites votre plaidoyer se projette aussi au niveau international, par exemple à Bruxelles, ou bien est-ce qu'il existe l'équivalent de chemin d'avenir à l'étranger, en Europe, ailleurs? On a fait beaucoup de recherches, notamment quand on a rédigé le rapport à Jean-Michel Blanquer. Ce qui est sûr, c'est que ces problématiques, elles existent partout. Quand on pense à un pays comme les États-Unis, par exemple, qui est beaucoup plus grand que chez nous, où vraiment les kilomètres qui sont parcourus sont énormes, évidemment que ces inégalités territoriales, elles existent. On n'a pas trouvé de dispositif semblable à celui de chemin d'avenir qui existait. Voilà. Nous, aujourd'hui, on aimerait déjà bien pouvoir être à la hauteur de l'enjeu français avant de pouvoir se dire qu'on peut devenir une multinationale et agir pour tous les enfants du monde, mais évidemment, c'est un enjeu. Alors, une question de Jocelyne sur le chat, très, très concrète et qui, à mon avis, intéresse pas mal d'élus autour de la table. C'est comment se trouvent les parrains, parce que c'est, entre guillemets, c'est de la mise en relation, comme les entremetteuses, d'une certaine manière, un filleul, un parrain, une filleule, une marraine, bref. Comment susciter sur un territoire et comment identifier des parrains qui pourraient avoir envie de s'engager sur ce territoire-là plutôt que sur tel autre. Alors, comment se passe le oui, recrutement des parrains? déjà, les parrains et les marraines ne sont pas sur le même territoire que leurs filleuls. D'accord, Parce ça c'est qu'on clair. veut vraiment encourager les jeunes à découvrir d'autres territoires et du coup encourager leur mobilité. Et puis pour que leurs parrains ne soient pas le voisin croisé à la boulangerie en bas de chez eux. Ça marche. Ensuite, pour les parrains, nous, on reçoit, notamment grâce à la visibilité et la médiatisation dont Chemin d'avenir a pu bénéficier, on reçoit tous les jours une dizaine de candidatures de parrains et de marraines. Donc, on a un vivier de parrains et de marraines. Après, nous, on fait très attention. On a un logiciel de matching et on souhaite que chaque parrain et marraine correspondent aux aspirations du jeune. Et si elles ne correspondent pas aux aspirations du jeune, elles correspondent au moins à leur centre d'intérêt pour qu'il y ait un des atomes crochus. Mais on ne va pas du tout mettre un jeune consultant parisien avec un gamin qui a envie d'être vétérinaire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a deux viviers. D'abord, il y a le vivier des filleuls, où vous identifiez leur centre d'intérêt et leurs désirs. Et ensuite, vous regardez si dans votre vivier, vous avez des profils qui répondent à ça. Mais c'est entre guillemets, le jeune d'abord. Oui. Et on va chercher et si jamais vous ne le trouvez pas dans votre vivier, vous faites jouer vos réseaux pour essayer d'identifier. Il y a des publications, là par exemple, il y a 2 semaines, on a créé une publication sur nos réseaux sociaux parce qu'on cherchait des coiffeuses, des vétérinaires, des psychologues. Oui. Et du coup, ça veut dire que parfois, il y a des parrains qui attendent 1 ou 2 promotions pour avoir un filleul parce qu'on n'a pas de filleul qui veulent faire leur métier ou on n'en trouve pas. En tout cas, voilà, parmi vous pouvez tous devenir parrain ou marraine. Il suffit d'aller remplir un formulaire de candidature sur le site internet de Chemin d'avenir. Et en tout cas, soyez très précis sur votre parcours et vos hobbies, parce que c'est comme ça qu'on réalise un matching très très fin. On a le temps de prendre encore d'autres questions. Un parrain local, c'est interdit donc pourtant, réagit Jocelyne. Oui, je pense que c'est effectivement la philosophie d'intervention de Chemin d'avenir et d'aller chercher des ressources qu'on n'aurait pas sous la main. Oui. Oui, je veux dire, moi je critique pas du tout les associations qui font du local, mais
Nous, parce que c'est à distance, en fait, on a envie d'avoir un impact assez important. Et surtout, je pense que le nerf de la guerre, c'est la mobilité. Et de permettre à un jeune simplement, un jeune qui a grandi, je sais pas moi, en Indre-et-Loire, et de le mettre en relation avec une jeune marraine qui habite au bord de la mer en Normandie, ça sème des petites graines chez le jeune, et il peut se dire, en fait, je pourrais tout à fait partir de mon territoire et aller travailler là-bas, ça a l'air chouette. Et du coup, une fois qu'il s'est dit ça, il peut aussi se dire qu'il pourrait partir à l'étranger ou qu'il pourrait aller vivre ailleurs. Ça marche. Ça, par contre, effectivement, c'est une vraie question. C'est-à-dire favoriser la mobilité, mais pas le départ. C'est-à-dire que si vous avez une majorité de parrains qui sont dans des grandes agglomérations, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas d'ailleurs sur le profil des parrains? Non, on a vraiment des parrains, autant de parrains qui habitent à la campagne que des parrains qui habitent en ville, et on a aussi des parrains qui vivent à l'étranger. D'accord, ok. Donc oui, les voyages forment la jeunesse. On a même un parrain qui habite sur un bateau, je peux vous dire. Ah Pas facile à suivre celui-là. D'autres questions ou remarques, ou peut-être témoignages sur vos territoires? Sur le Brexit, parce que je suis quand même assez concerné, étant sans binational. Non, je suis 100% british, moi. Donc, sans papier depuis la fin de décembre, hein, c'est une situation intéressante. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe parce qu'il n'y a pas que le programme Erasmus qui est impacté. Et moi, j'ai essayé d'expliquer à mes cousins l'importance de pouvoir aller étudier à l'étranger. Ils n'ont rien compris. Mais ce qui est vraiment encore plus grave, maintenant, les Européens qui veulent étudier en Angleterre vont avoir les mêmes frais de scolarité que les non-européens, ce à quoi moi j'ai été confronté il y a très longtemps. C'est juste pas possible. Ça ferme, à mon avis, ça ferme la porte à la majorité des étudiants européens qui veulent étudier en Angleterre. C'est une catastrophe. Il leur restera l'Irlande. Je me tais. D'autres témoignages ou questions à l'attention de Gabriel? Jean-Marc. Ah, vous m'entendez? Très bien. Très bien. D'abord, bonsoir à tout le monde. Mes meilleurs voeux pour cette année 2021 et qu'on puisse bien rebondir. Il faut être très optimiste. Enfin, voilà. Alors, concernant la mobilité, j'ai été pendant 25 ans formateur dans un CFA, Centre de formation pour l'apprentissage, et nous avons commencé à donc former du niveau 5 au niveau 4. Voilà. Donc, à partir de 1999-2000, nous avons mis en place ce qu'on appelait à l'époque les projets ex-Leonardo da Vinci, qui aujourd'hui maintenant ont été intégrés avec Socrate, avec le supérieur. Maintenant, on dit Erasmus+. Nous avions 6 pays partenaires. On s'est ouvert, bien sûr, en 2004 à la zone PECO, c'est-à-dire les pays de l'Est qui rentraient dans l'Union européenne. Alors, nous avions des financements, enfin, ça existe toujours, hein, les financements Erasmus. Bien sûr, vous venez de dire, malheureusement, le Royaume-Uni quitte avec le Brexit. Et puis, c'est tout à fait dommage pour des raisons financières et pour des raisons, je pense, éthiques, parce que ça permettait, je pense, à un échange, voilà, et à l'avenir. Et donc, en fermant cette parenthèse, il y a aussi des financements venant des régions. Alors, moi, je viens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a d'autres dispositifs dans d'autres régions qui ont d'autres noms, voilà. Bon, bien sûr, le Covid va certainement, pour le moment, freiner, je pense. C'est déjà difficile pour le monde de l'entreprise. Mais pendant les quelques années d'expérience que j'ai eues, ça a été très positif pour des jeunes. Alors, vous parlez des jeunes ruraux. Bien sûr,
j'ai échangé avec des lycées agricoles, des maisons familiales et rurales, des CFA. C'est vrai que, entre guillemets, ils n'avaient pas bien envie, mais les nôtres aussi, hein. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas dans les filières agricoles, mais de partir. Et en fin de compte, quand ils sont revenus, hein, tout était payé, tout était pris en charge. Et au bout de 3 semaines, on les laissait en autonomie complète parce qu'on ne prenait que des majeurs. Il faut savoir que si on prend des mineurs, alors ça ne concerne pas l'enseignement supérieur, il faut qu'un enseignant reste ou une enseignante reste sur place. Donc, il restait 3 semaines en immersion totale. Alors, c'était les métiers de l'hôtellerie-restauration, bien sûr. Tout le monde nous les demandait parce que ça s'exporte bien, la cuisine et la pâtisserie, et puis les métiers alimentaires. Alors, comment on a fait pour faire très rapidement? Ben, on est parti de zéro, comme on dit, avec le collègue qui était responsable des niveaux 4 cuisine, bon, avec l'appui de la direction, avec l'appui des chambres consulaires, hein, je suis du département de l'Ain, et puis ben, avec aussi les organismes professionnels. Nous, par exemple, on a pu avoir des contacts grâce au club des cuisiniers de l'Ain. Alors, bien sûr, on avait une carte de visite qui s'appelait Georges Blanc. Alors, bien sûr, Georges Blanc, c'est comme Bocuse. Ça nous a ouvert des portes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à partir de là, après, ben, on s'est débrouillé. Et ça, il y a aussi des banques de données sur Erasmus où vous pouvez vous inscrire et trouver des partenaires. Le plus difficile, et je m'arrête là parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent poser des questions, c'est de savoir à qui on a affaire et de trouver des bons interlocuteurs, parce que chaque pays a ses cultures, a ses bons, tout ça, et puis d'avoir des gens qui soient fiables. Voilà, voilà. Alors, on s'est cassé les dents, je dis, hein, mais après, avec l'expérience, bien sûr, on a tissé un réseau. Bon, je ne suis plus enseignant, je suis aux portes de la retraite, et donc, mais j'ai gardé des liens avec des correspondants qui sont devenus des amis, que ce soit en Belgique, en Pologne, en Tchéquie, en Italie, en Espagne et autres. Voilà. Merci Jean-Marc pour ce témoignage. C'est vrai que ça ouvre une perspective, c'est que Chemin d'avenir puisse informer les parrains des dispositifs d'accompagnement existants sur les régions, les départements, mais peut-être est-ce déjà fait? Alors oui, en fait, donc sur notre plateforme, l'équipe Chemin d'avenir publie régulièrement des informations aux jeunes, des opportunités, mais aussi tout ce à quoi ils ont accès et auxquels ils n'ont pas forcément l'information. On a une plaquette sur quand je suis en terminale et que j'ai fini que je vais entrer dans le supérieur, à quelle bourse j'ai le droit pour aller faire mes études, que ce soit les aides pour le logement, les bourses proposées par le département, par la région. On a aussi, nous, nos propres bourses qu'on donne parfois à nos jeunes. D'accord. Absolument. Et je suis sûre que nous, encore, on passe à côté de certaines informations, tellement il y a de choses. Pour répondre à Jocelyne Merel, alors on n'est pas encore en Occitanie, donc on n'est pas encore déployé dans cette académie, mais en revanche, quand on le sera, il est tout à fait envisageable que votre établissement soit ciblé s'il y a parce que nous, en fait, on travaille avec les rectorats, et ce sont les rectorats qui nous accompagnent dans le ciblage de l'établissement. Donc, c'est eux qui connaissent mieux le terrain que nous et nous permettent d'identifier un collège rural dans un petit village, un lycée dans une petite ville, un plus gros lycée dans une petite ville. Donc, on ne travaille pas forcément avec les élus pour ça. Et je ne sais pas s'il y a un établissement dans votre commune. Ça ouvre une question subsidiaire. Je pense qu'avec 50 habitants, Jocelyne, si elle a une école, elle a bien de la chance. Mais ça m'étonnerait. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, si il y a
quelques adolescents qui habitent sur cette commune. Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes spontanément se rapprocher de Chemin d'Avenir pour se mettre dans le vivier des filleuls, ou est-ce que il faut qu'ils soient prévalidés? Est-ce qu'ils peuvent le Non, faire? il faut qu'ils soient dans un établissement partenaire. D'accord. Évidemment, notre vœu le plus cher, ce serait de faire en sorte que tous les établissements ruraux soient nos établissements partenaires. Aujourd'hui, on n'a pas une capacité d'absorption infinie. On est Ah oui, puis il faut se structurer par étapes, oui. Voilà, il faut se structurer par étapes. Donc, voilà, et puis surtout aussi parce qu'on a envie que cet accompagnement il soit effectué main dans la main avec l'établissement scolaire, avec les enseignants et avec les parents. C'est vraiment une sorte de triptyque. Donc, non, les jeunes ne peuvent pas postuler comme ils veulent. Spontanément. D'accord. Donc, quand on connaît l'état d'un adolescent qui peut se dire qu'il a envie de postuler aujourd'hui, mais que demain, il n'aura plus très envie de le faire avec les établissements scolaires et les parents permet vraiment d'intégrer un contrat d'engagement dans le parrainage de 18 mois. Ouais. Et du coup, les jeunes se sentent responsables. Ça, c'est important pour nous. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas énormément de pertes, en fait, parce que quand on le dit aux jeunes, dès lors qu'ils postulent, ils en ont conscience et ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils ont quand même signé une charte. Ouais. Ok. Super. Eh bien, oui, Jean-Marc, je vous donne la dernière question ou le mot de la fin. Allons-y. Non, pas un mot de la fin. Je n'ai pas la prétention. J'ai pas la prétention. Et comme je suis arrivé en retard en plus, une petite question à Gabriel et puis à tous les participantes et participants. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le réseau des missions locales jeunes? Bien sûr. Voilà. On travaille avec eux. Absolument. Et puis les centres aussi, les centres de la jeunesse, comment ça s'appelle? Les CJ... Les centres d'information jeunesse, oui. Merci beaucoup Sébastien. Voilà. Quand on parle d'écosystème, il faut intégrer tous ces acteurs locaux qui font déjà un travail extraordinaire sur le terrain. Et nous, on vient juste parfois coordonner en fait ces acteurs, mais puisqu'ils existent déjà, on va pas faire le travail à leur place. Super. Gabriel, je vous laisse le mot de la fin, justement, par rapport à ce que vous pouvez appeler de la part de la communauté ruralitique. Nous, on sera ravis de vous accueillir à Aurillac et puis de continuer à soutenir cette démarche-là. Donc, je vous laisse conclure cette séquence et puis je vais demander à tout le monde, si vous le voulez bien, d'allumer sa caméra, puisque Nicolas voudrait faire une photo de classe. Voilà. Donc, si vous pouvez tous activer votre caméra. Ce n'est pas une comme le mot de la fin, on ne peut que dire devenez parrain ou marraine Chemin d'Avenir. Et promouvoir aussi le dispositif pour identifier des parrains en se disant tiens, je te verrai bien dans ce rôle-là, même si on ne sera pas forcément retenu pour la première promo, la deuxième, la troisième. Mais voilà. En tout cas, c'est une belle expérience humaine. Super. Vraiment désolée, j'ai un peu... Oui. Je suis vraiment désolée, je suis arrivée en retard, j'ai tout raté. Mais tout est enregistré et tout sera disponible sur le site de Ruralitique dès jeudi. Super. On accueille des gens qui ont une grande valeur, donc on capitalise comme des malades et on partage. Super, voilà. Merci. Et bonne année à tous. Merci. Bonne année à vous, Salimata. Et voilà. Et bravo pour votre réussite face au Covid. Vous en tirez mieux que nous. Merci. On va venir vous voir bientôt. Tiens. Ça nous fera un grand plaisir. Merci encore à toutes et à tous. Merci encore Gabriel. Nos amitiés à Salomé Berliou, qui est originaire de l'Allier où moi-même je vis. Et retrouvons-nous bientôt. En tout cas, merci beaucoup d'avoir inauguré cette première session des lundis de Ruralitique spéciale jeunesse rurale. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.